Bien sûr. Alors nous avons eu donc la conversation de Jean d'Ormesson de l'Académie française, qui est une pièce qui tourne autour d'une conversation entre Bonaparte et Cambacérès. J'ai eu le plaisir de jouer Cambacérès et Maxime d'Aboville, qui a déjà joué maintes fois Napoléon et Bonaparte dans cette pièce qui avait été créée il y a 10 ans, c'est bien ça? Oui, absolument. La pièce avait été créée en 2012 au Théâtre Hébertot, où je jouais déjà Bonaparte et Alain Pochet jouait Cambacérès. Voilà, et donc j'ai donc interprété le rôle de Bonaparte au moment où il va devenir Napoléon. C'est tout l'intérêt de cette pièce, c'est la bascule en fait entre le consulat et l'empire. Ce moment où il a concocté dans son esprit l'idée du passage à l'empire, une idée qui peut paraître très fantaisiste puisque il a été porté au pouvoir pour sauver les acquis de la Révolution. Voilà, pour consolider la République. Et pourquoi à ce moment-là décide-t-il de devenir empereur, donc un titre qui est encore au-delà du titre de roi. Et il va tenter de convaincre son premier ministre, le second consul Cambacérès, qui est un républicain convaincu. Donc c'est tout l'enjeu de cette pièce, c'est comment convaincre un républicain convaincu qu'il est temps maintenant d'achever la République pour passer à l'Empire. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu de la pièce. Et donc on a eu la chance de lire cette pièce dans la bibliothèque Jean d'Ormesson, aujourd'hui à Puteaux, dans le cadre des célébrations du bicentenaire de Napoléon, avec tous les événements annexes qui ont eu lieu à Puteaux. Pour moi, Napoléon, c'est un héros d'enfance presque. C'est-à-dire qu'on grandit avec cette image. Alors je vais faire des comparaisons un peu puéril si vous voulez, mais c'est Zorro, pour moi voilà, c'était un héros sur son cheval blanc comme ça, je le voyais avec sa cape et je me disais mais qui c'est ce guerrier impressionnant qui a eu tout ce territoire en France, qui a réussi à faire la grandeur de la France. Et après évidemment au fil du temps on lit, on apprend sur le personnage, mais pour moi la première image de Napoléon c'est ça, c'est cette espèce de guerrier sur son cheval, conquérant de l'Europe, conquérant du monde. Et donc c'est mes premiers souvenirs de Napoléon. Oui, je pense qu'il est aussi effectivement un enfant de la Révolution, puisque il incarne la possibilité de prendre en main son destin et de devenir quelqu'un par soi-même. Donc il est le symbole même de la méritocratie, et ça, je trouve ça assez beau. Après, il y a une démesure, il y a une folie avec laquelle il faut nécessairement être critique. Mais je veux dire, il y a une dimension romanesque, il y a une dimension littéraire qui a porté l'individu contemporain bien au-delà de l'Europe. Je veux dire, quand on voit qu'on en parle chez Dostoïevski, moi je me souviens de cette phrase qui m'avait frappé, par exemple dans Crime et Châtiment, de ce criminel Raskolnikov qui dit devant le tribunal, pourquoi avez-vous tué? J'ai tué parce que je ne pouvais pas être Napoléon. Donc il a quand même créé un fantasme ahurissant de toute une jeunesse du 19e siècle. Voilà. Et donc c'est pour ça que je trouve toujours ça un peu vain, les critiques un petit peu... Voilà, c'est l'histoire. Il fait partie de l'histoire et il fait partie de la psychologie collective, indéniablement, de la psychologie européenne, de l'individu contemporain. L'individu contemporain s'est construit aussi par rapport à la figure de Napoléon et voilà, et à toute la symbolique, tout ce que ça charrie en fait. Voilà. Alors écoutez, moi je trouve que le bicentenaire, en tout cas je parle en tant que putéolien et de ma ville, j'ai jamais vu autant de célébrations, si vous voulez, pour une figure historique, pour un personnage historique dans cette ville. Et je sais qu'on est profondément attaché, et je peux vous dire que l'exposition qu'on a mis en place pour Napoléon est certainement d'un des plus gros succès des expositions de la ville. Il y a une fréquentation énorme de tout, que ce soit des scolaires ou des personnes âgées. Tout le monde veut
avoir un peu, voilà, apprendre sur cette histoire, sur cet héritage que nous laisse Napoléon, cet héritage immense qu'il nous laisse. Beaucoup de gens sont surpris d'ailleurs par toutes les institutions qu'a créé Napoléon et Bonaparte. Et donc je me dis que il doit être fêté à la hauteur du personnage qu'il a été. En effet, comme le disait si bien Maxime, c'est difficile ensuite c'est facile d'être critique évidemment sur l'empire napoléonien, mais il n'empêche qu'il fait partie de notre histoire, il fait partie de notre culture, il fait partie de notre j'allais dire notre folklore, mais non, toutes nos institutions, toute notre personnalité est basée sur cet héritage de Napoléon, et donc on doit en être conscient, et on doit évidemment ne jamais l'oublier. Oui, je n'ai rien à ajouter. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et je trouve que c'est très bien. Il faut en parler. Il ne s'agit pas d'être dans une célébration comme si on faisait la fête de l'être suprême. Hein, évidemment, évidemment qu'il faut être critique. Et il me semble qu'on l'est suffisamment. Et c'est très bien. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses. J'ai notamment été au Grand Palais, non pas au Grand Palais, à la Villette, voir l'exposition Napoléon, qui est tout à fait formidable. Donc voilà, je trouve que sur le plan de la commémoration, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de livres. On a entendu aussi beaucoup d'historiens, de spécialistes sur la question. Voilà, je trouve que il se passe ce qu'on pouvait attendre, je trouve. Ah, écoutez, si on doit choisir, moi, je n'aime pas choisir parce que pour moi, les deux sont liés, ils sont intrinsèquement liés. Et après, moi, j'aime la flamboyance de Napoléon, j'aime l'envergure de Napoléon, j'aime la folie de Napoléon, mais l'un ne va pas sans l'autre. Oui, ben c'est ça. Je rejoindrai David dans le sens où, pour la littérature, parce qu'il faut jamais oublier la littérature dans nos petites existences un peu mesquines. Voilà, il y a et Napoléon, voilà, pour cette dimension romanesque est quand même extraordinaire. Mais effectivement, si je devais choisir comme colocataire, je prendrais Bonaparte. J'ai beaucoup plus de respect, disons, tout de même j'ai beaucoup d'admiration pour Napoléon, mais j'ai quand même beaucoup plus d'estime et de respect pour Bonaparte, qui a fait de très grandes choses, de très belles choses. Et je pense qu'après, il est quand même passé dans une dimension, voilà, bon, je crois qu'on est tous d'accord qu'il a franchi le Rubicon, quoi. Alors c'est très difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce que j'aurais demandé à Napoléon? Je pense qu'on aurait partagé un veau maringot. On n'aurait pas, j'espère pas vite, comme l'explique Jean d'Ormesson dans la conversation, qu'on aurait pris le temps. Moi, c'est son intellect qui me passionne, c'est sa stratégie que j'admire. C'est comment cet homme, on a envie de décortiquer son esprit et de savoir comment ça fonctionne, mais malheureusement, c'est pas en discutant avec lui, je pense que l'on comprend. C'est certainement ces généraux qui auraient pu en parler le mieux, mais je pense que si je devais avoir une conversation avec lui, elle aurait été, à mon avis, un peu trop banale à mon goût, mais rien que le fait de pouvoir discuter avec cet homme devait être quelque chose d'assez remarquable. Non, je lui aurais peut-être simplement demandé comment il gère sa fatigue. C'est-à-dire que, non, on sait qu'il dormait peu, il avait quand même une énergie colossale, il faisait un tas de choses, il était toujours à 200% dans ses dossiers, avec un œil partout. J'aurais été curieux vraiment d'avoir une conversation avec lui sur sa santé, enfin sur voilà, comment il gérait ses coups de barre. Je sais qu'il faisait des petites siestes et tout ça, mais ça m'aurait intéressé vraiment de comprendre comment il fonctionne. Est-ce que véritablement il dormait 4 heures par jour? Je suis sûr qu'il m'aurait confié un tas de trucs en disant mais je dors beaucoup plus qu'on ne le dit et tout ça. Ça m'aurait amusé de comprendre voilà comment. Parce qu'évidemment on est un peu jaloux de son énergie. On se dit mais pourquoi lui et pas moi? Et donc j'aurais peut-être essayé de voilà. Mais tu as beaucoup d'énergie. Mais je ne suis pas Napoléon. C'est pour ça que je fais du théâtre. Faut devenir Napoléon.